Avant de me lancer dans la cartographie, j'ai été donc étudiant à HEC Paris. J'ai terminé mes études en 2012 et j'ai intégré un cabinet de conseil en stratégie. Alors conseil en stratégie, on aidait des entreprises privées à développer leur chiffre d'affaires. Je suis resté 4 ans dans cette entreprise avant de me diriger vers ce nouveau projet, Mindmap, donc un projet centré autour de la réalisation cartographique à la main. Ça m'est venu finalement de l'envie, à la fin de la vingtaine, de prendre un nouveau tournant, de tenter une nouvelle aventure et essayer de me rapprocher d'une passion assez ancienne que j'avais justement pour la carto en général. J'aime la carto depuis l'enfance. En fait, pour la petite anecdote, j'ai un grand-père aujourd'hui décédé malheureusement, polonais, où je passais mes étés chez lui en Bourgogne et pour m'occuper, il m'achetait des atlas. Donc je pense que c'est grâce à lui finalement que j'ai découvert la géographie et que j'ai commencé à m'intéresser et à avoir un espèce d'attrait pour les cartes. Quand j'étais dans mon cabinet de conseil auparavant, à ma première profession, je me posais beaucoup de questions en fait. J'étais très bon dans mon métier. Tout se passait très bien, j'avais un confort, mais je trouvais que tout ça était trop simple en fait, que finalement tout s'enchaînait absolument parfaitement et j'ai eu une espèce de feu intérieur qui m'a poussé à rechercher au fond de moi-même quelque chose qui me donnerait plus d'adrénaline. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait un bilan de moi-même et plusieurs de mes connaissances m'ont dit mais t'as toujours aimé la cartographie, tu t'es toujours intéressé à ça, pourquoi tu tenterais pas quelque chose? Et donc de fil en aiguille, du jour au lendemain, je me suis lancé en me disant on n'a qu'une vie, tu es jeune, tu n'as pas de crédit, tu n'as pas encore d'enfant, donc c'est le moment, tu n'es responsable finalement que de toi-même, donc c'est le moment de prendre des risques et de tenter une aventure. Si elle marche, bah, tant mieux, c'est fantastique. Si elle marche pas, on apprend toujours de ses échecs. Et il s'est avéré finalement que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de cette idée, de la transformer en un véritable projet qui aujourd'hui prend de plus en plus de l'ampleur. Alors Mindmap, l'idée c'était de partager sur une plateforme en open source, donc libre de droit, sans velléité mercantile, les productions cartographiques que je pouvais faire. Donc au départ, j'ai travaillé beaucoup sur la production, en fait, je me suis lancé, j'ai fait mes cartes, j'ai essayé d'avoir des idées, de me dire qu'est-ce qui est fait dans ce milieu de la cartographie, qu'est-ce que je peux apporter peut-être moi en plus. Et donc Mindmap au départ ça a été une plateforme qui m'a permis avant tout d'avoir des retours sur le travail que je faisais. Comme je venais d'HEC et que je n'avais pas forcément une légitimité dans ce nouveau milieu que j'essayais de pénétrer, je me suis dit mets tout en ligne, tu vas avoir des retours et ce sera la meilleure manière finalement de savoir si ton travail a un impact et que les gens en veulent encore. Il s'est avéré que j'ai eu beaucoup de retours positifs, de gens qui m'ont dit mais c'est super, ce travail à la main, les cartes sont très belles, elles sont intéressantes, elles sont bien problématisées. Donc ça m'a encouragé à continuer. Puis après, de fil en aiguille, j'ai pu du coup être publié dans certaines revues, travailler avec des entreprises. Au départ, Mindmap, c'était pour créer une notoriété. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu que le trafic augmentait. Alors tout était fait de bout de chandelle, parce que moi je n'avais pas de capital de départ, donc ça a été du système D, apprendre par soi-même, essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux, apprendre leur fonctionnement, justement pour ramener du flux vers Mindmap. Et j'ai commencé à avoir des flux de plus en plus importants, de plus en plus réguliers, des personnes qui se sont abonnées à la newsletter, qui ont commencé à me suivre. Et donc ça m'a encouragé à produire du contenu gratuit en fait. Ça aussi, c'était quelque chose qui était important pour moi, comme je venais d'une filière où la rentabilité était très importante. J'ai rien contre la rentabilité, mais je voulais mener un projet sans but lucratif au départ. Voilà, je voulais vraiment. L'idée, c'était un projet de partage de la connaissance, avec dans l'idée derrière que si ça fonctionnait, ça m'amènerait à pouvoir ensuite avoir des services facturés. Mais au départ, je voulais vraiment quelque chose
qui permettent de partager avec le plus grand nombre sans faire payer. Les sujets ne manquent pas, j'ai envie de dire, dans ce domaine, c'est l'avantage. L'actualité nous renouvelle au quotidien les possibilités de traitement de l'actualité et de certains sujets. J'essaye généralement de ne pas trop coller à l'actualité, sauf quand il y a vraiment une actualité chaude. Là, j'ai fait une carte par exemple sur le Moyen-Orient parce qu'on a vu que la Turquie a envahi le nord de la Syrie, donc ça m'intéressait. J'ai fait une carte de situation. Mais généralement, j'essaie d'analyser l'actualité avec un regard de moyen terme. C'est-à-dire que je laisse passer le temps chaud, le temps des commentateurs qui vont du coup commenter une actualité brûlante. Je laisse retomber cette actualité et ensuite, quand on a accès à des travaux de recherche plus intéressants et plus fouillés sur ces sujets qui avaient été traités auparavant de manière un petit peu passionnelle, là je choisis mes sujets. Alors, est-ce que j'ai des thématiques de prédilection? Pas forcément, je trouve que toutes les régions du monde sont passionnantes. J'ai pu vivre en Amérique du Sud, donc j'aime suivre cette actualité-là. Le Moyen-Orient m'intéresse forcément parce que c'est le point chaud géopolitique du monde, hein. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, c'est quand même dans cette région que le monde peut basculer du jour au lendemain. Bon, c'est du moins mon sentiment personnel. Et puis j'essaye aussi de travailler parfois sur des cartes qui n'ont rien à voir avec l'actualité, donc des cartes d'anticipation, des cartes futuristes, voilà, qui proposent un regard anticipatif sur le monde de demain. Donc là, c'est intéressant parce que la fiction permet une plus grande liberté finalement. On peut se faire accuser derrière que c'est pas rationnel, que le monde ne sera pas comme ça, mais en tout cas ça crée le débat. Il y a une liberté de ton, une liberté de se dire, bah, après tout, moi je peux découper le monde de la manière qui me semble la plus probable. Puis après tout, de toute manière, on est comme dans un roman, donc pourquoi pas pousser à l'extrême certaines théories, certaines idées, tout ça dans un but bien évidemment de faire réagir la personne qui consulte la carte. Si une personne est énervée par mon travail, généralement c'est très bon signe, parce que du coup ça lui a quand même suscité quelque chose, et ça a entraîné dans son cerveau l'envie de penser et éventuellement de débattre avec moi. Donc ça c'est génial. Après sur la manière de procéder, le plus dur, c'est pas la partie carte en fait. Le plus dur c'est la partie de recherche d'informations avec des sources fiables. Il y a un gros travail parfois d'analyse de données, donc il va falloir récupérer des tableaux Excel immenses, des organisations internationales, les nettoyer parce qu'ils ne sont pas faits pour être utilisables directement. Donc ça c'est la partie la plus longue, je dirais, trouver des informations fiables, trouver de la donnée et ensuite écrire une histoire. Parce que bon, une carte, je préfère être honnête et je le répète régulièrement, pour moi une carte elle est toujours biaisée. Moi, quand je crée une carte, je suis né en France, j'ai un point de vue français, un point de vue ensuite européen et d'occidental. Je n'ai pas vécu dans les pays du Moyen-Orient, donc forcément mon avis il est biaisé. Il est biaisé par l'information que je vais recevoir par le monde qui m'entoure. Après, j'essaye quand même de tendre vers une neutralité, mais c'est pas toujours évident. Donc ça, j'essaye de faire ce travail, cet exercice d'humilité intellectuelle. De se dire, moi je ne connais pas tout, je ne vis pas en Arabie Saoudite, donc je ne vais pas pouvoir prétendre juger non plus tout. Par contre, on arrive à trouver des informations, effectivement, des faits. Voilà, partir des faits, essayer derrière d'écrire. Alors je parle d'histoire, mais en fait c'est juste organiser les données qu'on a avec des plans qui soient logiques et qui soient compréhensibles rapidement par le lecteur. Et une fois que j'ai tout ça, bah, je passe à la réalisation, donc c'est un travail au brouillon au départ pour essayer d'avoir des éléments qui sautent aux yeux. Une carte, c'est un élément visuel, donc forcément, on va être obligé de travailler sur l'impact que la carte va avoir à l'œil. La carte doit être un petit peu jolie, elle doit être propre. Il faut que les grands éléments qu'on a voulu transmettre sautent aux yeux, même avant la lecture de la légende. Donc il y a ce travail qui est compliqué, mais qui, au fur et à mesure de faire des cartes, d'avoir des retours, s'améliore de plus en plus. D'ailleurs, sur le site, vous pouvez voir qu'il y a quand même par rapport au début, ce que je proposais, il y a une progression justement parce que j'ai appris à voir quels sont les éléments, les manières de représenter certaines choses qui parlent plus au public que d'autres.
J'ai rencontré Mathieu Alfray il y a à peu près 2 ans quand je me suis lancé dans la cartographie. C'est un ancien d'HEC qui est aujourd'hui professeur de géopolitique auprès des classes prépa dans certaines écoles, en université. Donc on s'est rencontrés pour un échange d'expériences, de vie, vu qu'on était un petit peu des profils atypiques et étant sortis du sérail. Et on a eu cette idée effectivement d'un atlas. Mathieu avait repéré effectivement que dans beaucoup de cursus, on a des épreuves de cartographie, donc les élèves sont censés réaliser des croquis lors de leurs examens ou concours, hein, surtout dans les concours d'ailleurs, et qu'il n'y avait pas de manuel. Alors il y a des manuels de méthodologie de la cartographie, d'excellents atlas, ça ne manque pas. Par contre, il n'y avait pas de manuel avec des cartes réalisées à la main, ce qui fait que l'étudiant, oui, il va avoir de très belles cartes faites sur informatique qui sont magnifiques, mais par contre, ça ne lui donne pas plus d'informations sur ce que lui va devoir réellement faire le jour J. Donc on est parti de ce constat-là en se disant il y a peut-être sur le marché du livre, une sorte de faille qui n'est pas prise. Donc on va essayer de proposer un manuel avec un format synthétique, donc une carte sur une double page faite à la main entièrement, un commentaire court. Donc on a fait notre petit travail de recherche, on a proposé notre manuscrit à plusieurs éditeurs et on a eu la chance qu'il soit accepté par les éditions Autrement. Ça a été magnifique pour nous parce que bon, Autrement est un peu la Mecque de la géographie pour l'édition des atlas. Donc on a sauté sur l'occasion, on était très fiers de ça. Et puis ensuite, on a travaillé avec notre éditrice pour avoir un format qui soit le plus intéressant pour les étudiants. Notre objectif, c'était pas de remplacer un manuel scolaire. On a des manuels scolaires qui font 600, 700 pages que les étudiants doivent avoir de toute manière, où il y a beaucoup de fonds, beaucoup d'analyses, beaucoup d'exemples. On va couvrir tous les aspects du programme. Nous, notre choix, c'était pas forcément de couvrir tous les aspects du programme. C'était de couvrir les aspects du programme cartographiables. Donc, l'objectif de l'ouvrage, c'est que l'étudiant, il ait un livre, un ouvrage clé en main. À l'intérieur, il y a une méthodologie, on va lui donner pas à pas la méthode pour arriver à faire des croquis propres qui seront au concours acceptables et puis même qui leur permettront d'avoir de bonnes notes. Et derrière, d'avoir une sorte de tour du monde géopolitique en carte, reprenant les grands points principalement du programme des prépa HEC, mais programme qui peut derrière intéresser un étudiant à Sciences Po, un étudiant à la fac, qui de toute manière va étudier la géopolitique des continents à un moment ou à un autre. Quand je me suis lancé dans l'aventure avec Mindmap au départ, je voyais toutes ces cartes faites par ordinateur que je trouvais magnifiques, notamment les cartes qui sont faites par les équipes des infographistes du Monde, voilà, que je trouve fantastiques, très belles. Ma volonté, c'était pas de concurrencer des gens qui ont déjà poussé l'exercice à un niveau suffisant. Donc je me suis dit, tu peux avoir une valeur ajoutée en repartant sur un travail peut-être de cartographie à la main. Puis je me suis rendu compte que j'y ai pris du plaisir en fait. C'est surtout ça qui m'a poussé à continuer, c'est le plaisir que j'avais à avoir finalement ce travail de précision. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Sur informatique, si on se trompe, on peut changer, il n'y a pas de problème. Là, si je me trompe, la carte part à la poubelle et effectivement, il faut que je recommence à zéro. Donc il y a un côté précision, c'est un challenge. Il faut que ça marche du premier coup, autrement le travail est perdu. Il y a un travail aussi, je dirais que c'est reposant. On vit dans un monde quand même où tout est accéléré, on est toujours devant nos ordinateurs, on est très pris par l'informatique, par le numérique. Et le fait de pouvoir se poser des après-midi entières face à une feuille en papier canson avec des objets qu'on touche, finalement, il y a le toucher, toute cette partie-là, elle est fantastique. Fantastique pour le bien-être aussi, je dirais, pour le cerveau. Donc j'ai continué. Et en fait aussi, je me suis rendu compte que je prenais pas forcément plus de temps à réaliser les cartes à la main qu'à l'ordinateur. Ça, c'était une découverte. J'étais pas sûr de ça. Je pensais que sur informatique, les choses étaient peut-être plus rapides. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Sur informatique, il faut avoir des compétences quand même bien développées. On n'apprend pas en 2 jours à faire de belles cartes sur informatique. Quand on veut insérer des données, ça implique de passer par des logiciels qui vont permettre d'intégrer des tableaux Excel pour ensuite renvoyer la donnée de manière cartographique, et tout ça prend énormément de temps.
Finalement, je pense que je suis capable aujourd'hui de produire une très belle carte à la main plus rapidement qu'un ingénieur spécialisé, un cartographe spécialisé dans la réalisation de cartes sur informatique. Donc ça m'a poussé à continuer, puis après c'est devenu un petit peu ma marque de fabrique. Donc je me cherchais une certaine, voilà, quelque chose qui me distingue, et du coup je pense que le travail à la main a permis aussi en quelque sorte de m'estampiller euh, fait main, fait en France. Voilà, comme on est aussi sur toutes ces thématiques de retour à l'artisanat, de faire des choses avec ses mains, ça m'a permis en quelque sorte de m'inscrire dans un certain mouvement qui est en train de se répandre dans les pays développés. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de développer des podcasts. Bon, ça veut dire qu'il faut apprendre. Donc là, je suis en train de me former à poser ma voix. J'ai investi dans du matériel aussi pour pouvoir réaliser ça. Et en fait, j'aimerais associer des podcasts avec des cartes. Alors, l'idée, c'est pas du tout de reprendre le principe du dessous des cartes sur Arte, qui encore une fois fait un boulot magnifique et que je n'ai pas envie de concurrencer. Ce serait plus de raconter le monde de manière anticipative, donc avoir un podcast d'une, je sais pas, entre 4 et 5 minutes avec une histoire fictive et de pouvoir à la fin de ce podcast donner une carte de la vision que j'ai du monde en 2060, 2070. Donc ça c'est un projet sur lequel je travaille actuellement qui va me prendre pas mal de temps parce que du coup il y a tout un travail d'écriture, de montage derrière qui est nouveau pour moi. Donc ça c'est le projet chaud pour Mind the Map dans les prochains mois, c'est vraiment essayer de développer un concept de podcast qui puisse plaire au plus grand nombre et qui ait un côté décalé aussi. J'aime l'humour et je pense que la géopolitique souvent nous ramène à des considérations qui peuvent être anxiogènes, hein. Malheureusement, la géopolitique elle n'est pas tout le temps joyeuse, parfois oui, hein, parfois non. La plupart des sujets sont parfois difficiles à encaisser. Je pense qu'on peut intéresser aussi le monde à certaines problématiques par l'humour et en se détachant peut-être de l'immédiateté des choses. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des travaux que je fais sur des cartes d'anticipation prospective. C'est très intéressant parce que ça permet de parler de thèmes d'actualité en se détachant des acteurs qui peuvent y avoir. Je ne suis pas là pour accuser le président de la République, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Et ça, le fait de passer à une échelle globale dans 50 ans permet, avec un peu d'humour, peut-être de conscientiser un petit peu certaines personnes qui ont un intérêt sur des sujets qu'elles ne regarderaient pas forcément parce qu'elles sont fatiguées après leur journée de travail, parce qu'elles ont aussi leurs ennuis au quotidien, et du coup se replonger dans la géopolitique mondiale, parfois on abandonne parce qu'on n'a plus envie de voir le malheur qui nous entoure.